Comme on vous le disait, notre invité suivant est avec nous et on l'en remercie. Il s'agit de Gérard Vespierre, géopolitologue et créateur du site Le Monde Décrypté. Lise, j'imagine qu'on a plein de questions à poser à notre invité. On a toujours plein de questions pour Gérard Vespierre. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. J'espère avoir plein de réponses en retour. Bonjour à vous. Alors Gérard Vespierre, on en parlait, Joe Biden doit lancer une réunion du G7 aujourd'hui pour parler de cette réponse avec l'Iran. Est-ce que ça va être houleux? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de débats à votre avis? Et quelles sont un peu les positions des pays du G7 par rapport à l'Iran? Voyez-vous, je pense qu'on est effectivement maintenant dans des manœuvres, dans une agitation, dans la communication politique, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'avoir une réunion autour du chef du Pentagone. Il s'agit de réunir le G7, qui est une instance politique. Donc, il semble que la tension redescende de la zone militaire vers le terrain politique. Et donc, cette réponse qui est en train de se former est en parallèle avec l'intervention iranienne qui a été faiblement appuyée par le Hezbollah et les Houthis. Donc, voyez-vous, c'est aussi un accompagnement politique, parce qu'il n'y a pas, ce n'était pas une nouveauté militaire. Cela fait déjà, hélas, des mois et des semaines que ces deux mouvements interviennent. C'était un accompagnement politique de l'intervention militaire de l'Iran. Donc, il semble que on revienne à ce niveau de discussion, de négociation et d'implication. Et donc, je pense qu'il y aura une grande majorité du G7 pour effectivement calmer le jeu. C'était le sens des messages lancés par la Chine pendant la nuit en disant on demande donc toute retenue aux intervenants. Oui, alors, comme d'habitude, mais on sait très bien, vous et moi, Gérard Vespierre, de quel côté de l'axe du mal est la Chine. Oui, oui, tout à fait, mais disons que cela met pas de l'huile sur le feu, il n'y a aucun encouragement à une spirale et une escalade, parce que tout ce qui nuit au commerce et à l'économie mondiale nuit à la Chine. Donc, voyez-vous, si les prix du pétrole s'envolent lundi matin, ce n'est pas bon pour la Chine. Donc, il faut que la situation puisse se calmer. Alors, en dehors de ce G7, il y a également le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit se réunir en urgence aujourd'hui. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné une grave escalade, mais il a tout de même condamné les attaques iraniennes, alors que ces derniers temps, on ne peut pas dire que l'ONU s'était beaucoup tenu aux côtés d'Israël dans cette guerre. Tout à fait, mais là, la situation est, je dirais, militairement et puis techniquement claire. Quand vous avez 200, 250 drones et missiles de croisière qui sont lancés du sol d'un pays vers un autre, là, vous n'avez pas de possibilité de tourner autour du pot, si vous me pardonnez cette expression très familière. Donc là, les responsabilités et les choix sont clairs. Donc le choix aussi en symétrie de l'ONU est clair et donc aboutit à une condamnation de l'agression iranienne qui est pilotée non pas par les gardiens de la révolution, ça je crois c'est très important à dire, c'est une décision du Conseil national de sécurité iranien qui a déclenché la contre-offensive ou l'offensive. Et deuxièmement, c'est l'état-major de l'armée iranienne qui est à la manœuvre. Donc, c'est vraiment le système militaire iranien dans son ensemble et non pas les seuls gardiens de la révolution qui sont à la manœuvre. Oui, alors c'est vrai que là-dessus, on ne se faisait pas beaucoup d'illusions sur leur divergence. Très rapidement, la mission iranienne à l'ONU, puisqu'on était sur l'ONU, a également déclaré tout de suite, en demandant aux États-Unis de ne pas se mêler de ce qui s'était passé, en ajoutant que c'était sa réponse à la frappe contre le consulat à Damas et en précisant c'est un conflit entre l'Iran
et le régime voyou israélien. Je cite bien sûr la mission iranienne à l'ONU. Donc, les États-Unis doivent rester à l'écart et c'était écrit en énorme, en majuscule sur le message posté sur X par la mission iranienne. On comprend bien que ce qui angoisse les Iraniens, c'est de devoir faire face aux Américains sur ce dossier, Gérard Vespierre. Alors, si je peux me permettre, chère Lise, il y a une phrase essentielle dans ce communiqué, le dossier est clos, n'est-ce pas? Donc Ouais. voilà, il y a une volonté aussi de désescalade de la part de l'Iran, une volonté inscrite dans ce texte. Donc effectivement, ils ne veulent pas avoir affaire à la première puissance militaire mondiale. Personne, d'ailleurs, ne le souhaite, pas plus les Russes en Ukraine que les Iraniens sur leur territoire. Donc, il y a une nécessité, effectivement, de désescalader la situation. Les États-Unis ont participé massivement dans la défense de l'État d'Israël. Il a été cité par le Pentagone, je crois, 70 à 80 interceptions menées par les moyens de défense aérienne américains dans la région. Donc c'est une partie importante. Vous voyez, pratiquement un tiers ou un quart des destructions ont été faites par l'armée américaine. Donc il y a là une contribution. Il y a quelques jours, les États-Unis ont engagé 2,5 milliards de dollars d'armement vers Israël et la livraison de 25 F-35. Donc il y a, comme disent nos amis anglo-saxons, une relation ironclad, n'est-ce pas? Donc solide comme le fer entre Israël et les États-Unis. Alors, l'Iran a baptisé cette opération promesse honnête et assure donc que c'est la simple réponse à la frappe contre son consulat à Damas. Mais tout de même, Gérard Vespierre, c'est la première attaque directe jamais menée par la République islamique d'Iran contre le territoire israélien. Donc, c'est à noter dans les annales historiques. C'est absolument, effectivement, la première fois qu'il y ait une attaque de ce genre. Et c'est aussi, à ma connaissance, la première attaque de l'armée israélienne, même si elle n'est pas reconnue officiellement, sur 3 généraux iraniens en Syrie, n'est-ce pas? Donc il y a à nouveau un parallèle et une symétrie, si je puis dire. Donc cette attaque a été menée très récemment, donc simplement une dizaine de jours, 12 jours de réflexion et de préparation de la part des Iraniens. Et il ne faut pas oublier l'ensemble des opérations menées par Israël sur le sol en Iran, en éliminant des savants atomistes, en éliminant des responsables de centrales nucléaires, en éliminant Fakhrizadeh, qui est un haut responsable, qui a été un haut responsable du département de la défense en Iran. Donc il y a toujours eu des opérations clandestines. Israël est monté en puissance parce que le général Zahedi, qui a été éliminé à Damas, était le responsable des gardiens de la révolution vis-à-vis du Liban, vis-à-vis de la Syrie et vis-à-vis de la Palestine. Donc pour moi, il a été un des grands architectes de l'opération du 7 octobre. Bien, bien Gérard, une question qui rejoint celle de Lise en définitive. L'aspect inédit de cette attaque cette fois, enfin un des aspects inédits, c'est que les drones ont été lancés depuis le territoire iranien. Donc c'est vraiment un État qui en attaque un autre. Jusqu'à présent, c'était toujours via ses proxys, hein, même si tout le monde savait qui était le commanditaire. Ma question est la suivante, Gérard. Aujourd'hui, l'Iran avait, comment dirais-je, tout le monde s'attendait à cette riposte. Il l'avait annoncé presque dans, je veux dire, minuté. Est-ce que le fait que les États-Unis maintenant essayent d'entraîner Israël à la retenue ne va pas finalement donner des idées ou donner un chèque en blanc à l'Iran en se disant, eh bien voilà, la prochaine fois on attaquera par surprise puisque de toute façon personne n'a envie qu'Israël riposte. Est-ce qu'on ne prend pas là un risque? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être plutôt ne pas laisser ça impuni juste pour donner, je dirais, une dissuasion?
Alors, deux éléments de réponse. La première, c'est le calibrage iranien. Les Iraniens disposent de drones qui mettent plusieurs heures à arriver sur le territoire israélien. Ils disposent de missiles de croisière qui mettent 2 fois moins de temps. Et puis, troisièmement, ils disposent de missiles balistiques qui mettent quelques dizaines de minutes, 10-20 minutes. Donc, ils ont utilisé un armement relativement lent, n'est-ce pas? Pendant plusieurs heures, on a attendu l'arrivée des drones. Donc, il y a cette façon de préparer une attaque qui est non pas instantanée où l'adversaire, donc Tsahal, l'Israël, peut se préparer. Ça, c'est vraiment important de noter la méthode, le choix des armements. D'accord, donc ça sous-entend que l'Iran voulait vraiment juste faire l'exemple, dire voilà, on riposte parce qu'on ne peut pas laisser assassiner nos généraux sans réponse. Mais l'inverse est vrai aussi. On sait que quand le général Soleimani avait été assassiné par un tir ciblé des États-Unis, la Oui. riposte iranienne était arrivée, mais quasiment presque coordonnée avec les États-Unis. C'est un secret de polichinelle. Ils avaient averti les États-Unis que voilà, le missile est parti, mettez-vous aux abris, parce que c'était juste de la gesticulation et de la communication quelque part, non? Les États-Unis ont suffisamment de moyens de détection, on n'a pas Absolument. besoin de les prévenir, n'est-ce pas? Enfin bon, ça serait un plus. Je pense que un élément de vérité aussi, c'est qu'ils ont pu détecter par leurs satellites et par leurs drones l'activité radio intense 3 jours après autour de Téhéran qui annonçait donc le lancement de missiles. Et dès que les missiles partent, les satellites américains voient les missiles partir. Donc tout cela a été effectivement pas organisé, mais en tout cas détectable. Et je crois qu'il y a aussi la possibilité pour Tsahal de répliquer de beaucoup de façons différentes. Il peut y avoir une symétrie avec des lancements effectivement à nouveau de drones ou de missiles. Deuxièmement, il peut y avoir à nouveau des frappes sur des intérêts iraniens en Syrie. Il peut y avoir à nouveau des opérations clandestines en Iran, soit cyber, soit d'élimination d'autres responsables. Quatrièmement, on peut imaginer, puisque là, il n'y a pas de limite, une opération commando, par exemple, pour libérer le navire où il y a des intérêts israéliens qui a donc à raisonnement qui a lancé, si je puis dire, l'opération de cette nuit. Donc voyez-vous, il y a à nouveau beaucoup de manettes, comme il y avait des manettes disponibles différentes dans le choix de l'armement que les Iraniens ont décidé de lancer contre Israël cette nuit. Donc tout cela est beaucoup plus millimétré qu'on ne le croit de prime abord. Ma dernière question pour terminer, Gérard Vespierre, ce matin, vous disiez le dossier est clos. On sait bien qu'Israël va riposter, puisque de la même façon qu'on savait que l'Iran allait riposter. Et donc, est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter là ou on va vraiment vers une escalade régionale? Alors, si vous voulez, si on regarde les intérêts au deuxième degré de l'Iran et les intérêts d'Israël, c'est ne pas se fâcher pour Israël avec les États-Unis. Les États-Unis ne veulent absolument pas d'une extension du conflit qui est nuisible à l'élection prochaine, qui est nuisible à l'économie internationale. Et sur le plan iranien, qu'on voit-on? Eh bien, une situation économique dramatique, on est à 50-60% d'inflation, une situation sociale hyper difficile, avec toujours des attentats dont on sait peu de choses, mais qui ont lieu en Iran. Vous avez le fameux scrutin du 1er mars où 85% des Iraniens ne se sont pas déplacés. Donc il y a un divorce profond entre la population iranienne et le régime. Ce n'est certainement pas le moment d'enclencher une guerre qui pourrait encore accroître le mécontentement populaire et cette fois-ci aller vers une révolution dans le pays. Donc il faut, voyez-vous, les deux pôles ont les limites à leurs actions. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté.
Bonne journée à vous parce que je sais que vous êtes sur le pont aujourd'hui comme analyste. Gérard, à très vite. Merci de votre interview.